Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin sur Radio J. Vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Europe latine, spécialiste de l'extrême droite. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux travaux sur les extrêmes droites. Avec vous, nous allons ce matin esquisser un état des lieux de l'ultra-droite en France, où se mêlent adeptes du complot, radicaux de droite et autres extrémistes. Et je vous propose tout d'abord de faire un retour sur l'actualité américaine récente avec l'assaut du Capitole. Le 6 janvier dernier, un assaut mené par des fans du président sortant, Donald Trump, où se mêlaient complotistes et suprémacistes et autres radicaux de droite. Outre les conspirationnistes, les images du Capitole pris d'assaut ont réjoui l'extrême droite radicale française, exaltant, identitaire et néo-fasciste. Alors, j'ai envie de vous demander à quoi ressemble cette nébuleuse de l'ultra-droite en France ? Alors, il y a différentes tendances et il faut bien voir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. En fait, c'est pas le suprémacisme blanc aujourd'hui qui est en vogue, c'est le nationalisme blanc. Il n'y a pas l'idée d'une supériorité de la race blanche, il y a l'idée qu'elle doit vivre de manière communautaire, d'exalter la fierté de la race au niveau biologique et la fierté de la culture des peuples blancs. Et qu'ils doivent vivre ensemble, et c'est un phénomène qui est un phénomène vraiment transnational, qu'on retrouve tout à fait du terrorisme de Christchurch à des dimensions plus politiques, plus électorales en Europe. Cette ultra-droite en France aujourd'hui, elle est estimée à peu près 3000 personnes, 1000 violents et potentiellement violents, et 2000 qui sont leurs réseaux, qui peuvent transmettre les mots d'ordre, etc. Alors c'est le plus bas niveau depuis le début de la Ve République, puisque les activistes de droite au départ en 58 c'est 7500, et entre les années 68 et les années 2000 c'est 2500. Par contre, ce qu'on a à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, c'est une radicalisation très nette et un passage à la violence qui s'accentue depuis 2015. Alors, est-ce que, on parlait de l'assaut du Capitole américain, est-ce que pareille réalité pourrait un jour arriver en Europe, voire en France ? Je rappelle que certains ont d'ailleurs tenté le parallèle avec la tentative des Gilets jaunes de pénétrer dans le ministère du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux à l'époque. Est-ce que vous pensez également que ce parallèle a un sens ? Non, je ne crois pas, parce que le mouvement des Gilets jaunes était très protéiforme. Il y avait effectivement des militants d'extrême droite. Ils se font chasser par l'ultra-gauche à partir du mois de décembre. Et les dernières arrestations de militants d'ultra-droite dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est au mois de janvier. Et après, ça continue. Mais on n'y a plus tellement l'ultra-droite. Et puis, c'est un mouvement qui a des revendications sociales et des revendications démocratiques. Les Gilets jaunes, on peut en contester beaucoup de choses, mais c'est des revendications sociales et démocratiques. Pas tous, quand même. Il y avait une partie quand même des Gilets. Mais la prise du Capitole. Alors, les Gilets jaunes, ce que les services de renseignement appellent les ultra-jaunes, ceux qui effectivement avaient complètement basculé, étaient tout de même un groupe qui, d'après les services de renseignement, était estimé à 300 personnes. On voyait qu'on n'est pas sur les mêmes proportions par rapport au mouvement, que le nombre de militants violents qu'on a vu au Capitole, et que les militants violents du Capitole sont profondément enracinés dans une extrême droite qui ne reconnaît pas un choix démocratique. On est sur quelque chose qui est nettement plus dur dans le cas américain que dans le cas français, je pense. Alors, il y a un regain de la mouvance suprémaciste et survivaliste en France. C'est ce que constate l'ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez, aujourd'hui coordinateur national du renseignement. Il parle d'individus qui s'entraînent dans la clandestinité pour être en capacité de se défendre face aux attaques islamistes. Quelle est la composition sociologique de cette mouvance et quelle est sa capacité de nuisance, voire sa dangerosité ? Alors, on a deux niveaux différents dans les groupes violents aujourd'hui. Vous avez des groupes violents qui viennent clairement du nationalisme blanc, à l'ultra-droite, qui sont dans l'idée que de toute façon, même si l'extrême droite prenait le pouvoir de manière légale, elle n'aurait pas les moyens de chasser les immigrés et descendants d'immigrés qu'il y a en France, et que la seule stratégie, c'est une stratégie de la terreur. Et on retrouve utiliser une expression qui vient de la guerre d'Algérie, la valise ou le cercueil, l'idée qu'il faut utiliser la violence pour qu'ils partent en ayant peur. Ça, c'est des gens qui viennent vraiment des anciens milieux néofascistes, qui sont aujourd'hui nationalistes blancs, extrêmement radicalisés. Mais il y a une autre tendance,
qui est une radicalisation du néopopulisme. Des gens qui ne viennent pas de l'extrême droite radicale, qui peuvent venir des secteurs conservateurs classiques et qui ont basculé au fur et à mesure dans une vision complètement paranoïaque de la présence de l'islam en Europe et qui rejoignent en fait les premiers sur la question du survivalisme dans leur activité de tous les jours, mais dans l'horizon d'une guerre raciale qui sera absolument inéluctable. Et dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est depuis l'attentat de Christchurch se développer en France, alors que c'était des choses qui n'y circulaient pas, la diffusion de ce qu'on appelle les thèses accélérationnistes. L'accélérationnisme, c'est l'idée que de toute façon, la société multiethnique amène la guerre raciale et que le mieux, c'est d'y aller le plus vite possible, quitte même d'ailleurs à voter pour des gens de gauche, etc., qu'on estimerait être pro-immigration, de manière à accélérer le mouvement, parce que plus tôt la guerre raciale aura lieu, plus vite les Blancs pourront la gagner. Alors j'aimerais qu'on revienne un instant sur un fait divers récent concernant le forcené Frédéric Limolle, ancien militaire, qui a abattu au fusil automatique 3 gendarmes dans le Puy-de-Dôme à Saint-Just. C'était dans la nuit du 23 décembre. On a d'abord cru une affaire de violence conjugale, mais pour le procureur de Clermont-Ferrand, Éric Maillot, son profil ressemble plutôt à celui d'un extrémiste surarmé, comme certains partisans de Donald Trump qu'on a aperçus au Capitole. Et le procureur Éric Maillot qui a fait part de son inquiétude pour ces gens qui sont, dit-il, de vrais solitaires et qui sont capables de se fondre dans le paysage et qui un jour vont décider d'agir. Est-ce que vous partagez l'inquiétude du procureur de Clermont-Ferrand? Et que pensez de ce fait divers? Ce qui est certain, c'est que ça fait une dizaine d'années, effectivement, que le survivalisme est devenu à la mode chez les radicaux de droite français. Ça a commencé plutôt dans les groupes antisémites et puis ça s'est diffusé très largement. Alors, il y a des gens qui font du survivalisme, bien sûr. Il y a eu un salon de survivalisme à Paris, il y avait 28 000 personnes. C'était pas 28 000 néo-nazis, hein, évidemment. Mais néanmoins, chez les gens qui sont radicalisés politiquement, ça devient une porte d'entrée et ça devient en tout cas une activité qui permet de se préparer. Vous avez le groupe qui a été démantelé à Marseille parce qu'il prévoyait, entre autres, de tirer sur M. Christophe Castagnier et de tirer sur des kebabs. Ce sont des gens qui avaient monté une association de paintball pour s'entraîner des activités survivalistes parce qu'ils voulaient s'entraîner à des activités de guerre et qu'après tout, si vous faites ça dans un cadre associatif, ça devient quelque chose de tout à fait légal. Là, on a bien surtout aussi une vision du monde, qui est une vision du monde, il faut bien comprendre pourquoi le survivalisme, parce que toujours ce thème de la guerre raciale. La guerre raciale est inéluctable, on va devoir se replier sur des villages blancs, se replier sur des zones de population blanche, entièrement homogènes, pour pouvoir résister au déchirement du territoire. Donc on est bien sur quelque chose qui, si vous voulez, est tout départ une pratique sportive, une pratique culturelle, mais qui finit à la fois par légitimer cet horizon de guerre inévitable et en fait par vous s'y entraîner, parce que vous, dans tous les sens du terme, entraîner. Alors, je voulais, pour terminer notre entretien, évoquer ce procès qui devait avoir lieu le 22 janvier dernier, qui a été reporté au mois d'octobre. Procès qui concernait 5 militants d'extrême droite appartenant au GUD, le groupe Union Défense, un syndicat étudiant d'extrême droite bien connu. Ces 5 gros bras du GUD devaient comparaître pour violence avec arme en réunion. Alors, quelle est l'influence du GUD aujourd'hui et quel parallèle faire avec la mouvance suprémaciste et complotiste qu'on a évoquée précédemment? Y a-t-il des passerelles entre les deux? Alors d'abord, l'extrême droite française, depuis l'entre-deux-guerres, c'est un système divisé en tout petits groupuscules. Il n'y a jamais eu une grande partie d'extrême droite en français. Même sous Vichy, il y avait 88 partis d'extrême droite. C'était pas parti unique. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça, avec des circulations des militants double encartés, etc. Le GUD en soi, c'est depuis des décennies plus qu'une marque. C'est une marque publicitaire qui fait partie des imaginaires de la gauche, à qui ça fait peur, de l'extrême droite, que ça exalte. Mais c'est une marque, c'est tout. Le GUD a eu différentes lignes politiques. Il était occidentaliste dans les années 70. Il a été nationaliste révolutionnaire après. Il est aujourd'hui proche de ces dimensions-là. Néanmoins, le GUD Lyon avait donné jour à ce qui a été le bastion social, qui a été dissous par l'État en 2019 parce que ses membres avaient participé au saccage de l'Arc de Triomphe, justement dans le mouvement des Gilets jaunes que vous évoquiez. Et le GUD n'est vraiment n'est plus qu'une marque. En grosso modo, façon, les groupuscules néofascistes, aujourd'hui, ont complètement fondu comme neige au soleil. On est sur des réseaux beaucoup plus affinitaires, des choses plus, à bas bruit. Les Braves, par exemple, qui est un mouvement nationaliste blanc en France dont on parle très très peu, c'est à peu près 500 personnes sans doute aujourd'hui. Donc ça se développe beaucoup plus que ne se développe le GUD. La plupart des groupuscules d'extrême droite depuis les années 80, de toute façon, n'atteignent pas les 150 personnes. Quand vous êtes à 300, c'est formidable. Aujourd'hui, la principale organisation néofasciste en France, elle rassemble une cinquantaine de personnes.
Nicolas Lebourg, merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage sur cette mouvance de l'ultra-droite. Je vous souhaite une très belle journée.